Alors c'est aussi un grand plaisir d'accueillir Philippe Azouvi, qui est un membre de l'équipe animée par Christine Passerieux et Mario Speranza bientôt. Donc une équipe qui s'est élargie très notablement aux thématiques des traumas crâniens et de tous les accidents cérébraux. Donc c'est vrai qu'il est la psychiatrie, la neurologie connaissent il y a un certain fossé naturel dans la pratique française, en tout cas entre ces disciplines, ces prises en charge, et peut-être qu'on va avoir besoin de lever ce fossé quelques moments, se disant que les patients cérébrolésés, les patients atteints donc d'infarctus cérébraux sont aussi des patients avec une psychologie, avec des besoins de remédiation, avec des handicaps et qui ressemblent par beaucoup d'aspects à ceux de nos patients schizophrènes notamment. Alors, Philippe Azouvi est professeur de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui est un très haut lieu de la prise en charge des handicaps, handicaps locomoteurs, handicaps cognitifs, pour de multiples pathologies qui touchent à l'encéphale, à la moelle aussi. Et il anime donc les chefs de service de l'équipe de réadaptation, et son équipe a été très impliquée, a produit notamment une méthode de remédiation cognitive de la mémoire de travail, et impliquée depuis longtemps sur l'approche aussi du handicap fonctionnel. Voilà, donc merci Philippe pour les 25 minutes, et je vais passer le micro. Merci, et merci aux organisateurs et à Christine en particulier pour l'invitation et pour le petit changement d'horaire également, c'était sympa. Donc, alors juste un petit point de détail de terminologie. Moi, je vais parler de rééducation, c'est le mot que j'ai le plus employé pendant cet exposé, de rééducation cognitive, parce que c'est le terme qu'on utilise dans mon domaine de travail qui concerne des patients qui ont des lésions somatiques du système nerveux central. Alors, est-ce que ce terme recouvre des réalités différentes de celui de remédiation, qui est le sujet d'aujourd'hui et qui est utilisé en psychiatrie, ou de celui de stimulation cognitive, qu'emploient aussi souvent les gériatres, par exemple? Alors, je ne sais pas bien. Par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, il y a incontestablement des recouvrements évidents entre les concepts et les pratiques, même si les mots sont différents. Mais voilà, bon, c'est un sujet dont on pourra peut-être débattre. Voilà, en tout cas, c'est le terme que je vais employer, c'est surtout celui de rééducation. De temps en temps, j'essaierai de faire quelques petites digressions, mais voilà. Alors, donc, le sujet, c'est les problèmes méthodologiques. Je voudrais, en guise d'introduction, insister sur le fait que évaluer un traitement non médicamenteux, ça pose en pratique un certain nombre de difficultés, donc en particulier qui se posent pour l'évaluation de l'efficacité d'une rééducation, avec des sources de biais multiples, notamment un gros problème de base majeure, qui est l'absence de possibilité de double aveugle en matière de rééducation. Vous savez que le gold standard en matière d'évaluation de l'efficacité d'un traitement, c'est la mesure du double aveugle, l'essai randomisé, contrôlé en double aveugle. En matière de rééducation, c'est tout à fait impossible puisque le patient sait ce qu'il reçoit. On peut néanmoins utiliser on doit le plus possible utiliser du simple aveugle, c'est-à-dire que la personne qui évalue le patient à la fin du traitement ne sache pas quelle intervention il a reçue, mais c'est une source de biais majeur et qui limite, qu'il faut toujours avoir en tête. Une deuxième grosse différence, c'est l'effet placebo qui est extrêmement fort, une interaction humaine avec un rééducateur, un thérapeute en face à face pendant de multiples sessions, des semaines et des semaines. C'est pas du tout comme prendre une pilule. Hein, voilà. Et il y a également la question des effets non spécifiques, parce que ces interactions, même quand on s'occupe de patients, quand on leur fait faire des exercices quels qu'ils soient, il y a des effets non spécifiques de stimulation cognitive qui vont intervenir et qui peuvent influer l'outcome, on va en parler. Et puis il y a des problématiques aussi un peu spécifiques aux outils d'évaluation qu'on va utiliser, notamment les questions des effets retest, des évaluations cognitives. Quand on mesure l'efficacité d'un traitement, on va répéter des évaluations, on va faire des tests. Or, on sait très bien en neuropsychologie, quand on fait répéter des tests au cours du temps chez des sujets, il y a des phénomènes d'apprentissage de tests, des faits de retest qui sont importants.
La question de la validité écologique aussi est importante, ça a été beaucoup déjà évoqué ce matin, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que la performance à un test prédit le fonctionnement dans la vie quotidienne? Ça, je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Et puis, il y a des biais aussi en défaveur du traitement qui risquent de faire sous-estimer les effets d'un traitement de rééducation, de remédiation. C'est notamment la faiblesse souvent des échantillons. Et quand on regarde les études dans la littérature, c'est pas en remédiation, en psychiatrie, je connais pas bien la littérature, mais en tout cas en rééducation, en neurologie, il est exceptionnel d'avoir des études qui ont inclus plus de 50 ou 60 patients. C'est exceptionnel. Au-dessus de 100, je n'en connais pas pratiquement. Alors que quand vous regardez la littérature sur les médicaments en pharmacologie, avec les moyens de l'industrie pharmaceutique et les millions d'euros que les multinationales de l'industrie pharmaceutique peuvent mettre dans ce genre vous avez des essais avec 1000, 2000 patients, c'est, je dirais, monnaie courante. Donc là, on est très, très défavorisé pour démontrer des effets. Et de même aussi par rapport à la durée du traitement. Voilà quelques pieds. Alors je vais maintenant essayer d'examiner un petit peu plus en détail certaines sources de biais ou de difficultés méthodologiques. Une des premières importantes, c'est le groupe contrôle, parce que quand on évalue un traitement, on va comparer à un groupe contrôle. Et c'est quoi le groupe contrôle? Le groupe contrôle, c'est un groupe qui n'a pas reçu le traitement, la rééducation, la remédiation qu'on cherche à évaluer. Mais il faut quand même qu'il ait reçu quelque chose, sinon on introduit des effets placebo majeurs. Donc le groupe contrôle, il doit normalement avoir une thérapie, un traitement qui ne fait pas intervenir les fonctions qui ont été travaillées. Alors, parce que ne pas donner de traitement du tout, c'est évidemment se mettre dans des conditions de biais majeurs. Le problème, c'est que ne pas faire intervenir les fonctions travaillées, quand vous travaillez l'attention ou la mémoire de travail, trouver des exercices à faire à un patient qui ne mettent pas du tout en jeu l'attention ou la mémoire de travail, c'est difficile en pratique. Voilà. Et donc on voit bien qu'on est face à une difficulté. Et puis par ailleurs, il faut que le traitement non spécifique, quand on l'utilise, il soit bien sûr de la même durée, de la même intensité, de préférence avec le même thérapeute pour éviter les effets de biais, et donc il ne fasse pas intervenir cette fonction cible. Alors, quand on est dans des domaines comme par exemple le langage, ou la mémoire, ou les fonctions visuelles, par exemple, des fonctions très instrumentales, là c'est assez facile, mais encore une fois, sur des fonctions comme l'attention, la mémoire de travail, ou les fonctions exécutives, on est là face à une difficulté qui peut brouiller les effets. Et toutes ces difficultés, ça explique aussi, c'est un petit aparté, le relativement faible nombre d'études finalement en rééducation cognitive. Donc ça, je m'appuie là sur les revues qui font un peu autorité en matière de rééducation de Kissis et René et collaborateurs, qui ont revu dans 3 revues qui font autorité sur différentes périodes jusqu'en 2008. Le nombre d'études publiées dans la rééducation, là j'ai pris 2 domaines, attention, fonction exécutive, et de chaque côté du slash là, le nombre d'études de niveau 1, c'est-à-dire randomisées, contrôlées, de bonne qualité. Et vous voyez que si on regarde celles qui sont donc les études de niveau 1, sur la période qui va il y a longtemps jusqu'à 2008, on n'a pas plus de 6 études de niveau 1 dans chacun des 2 domaines. Donc on reste dans des niveaux, des nombres de publications relativement faibles de bon niveau. Une autre question qui se pose, c'est la question de l'intensité et de la durée du traitement. Ça, c'est une question qui est rarement en fait évaluée dans la littérature. Alors, dans certains domaines, ça a été très bien montré. Par exemple, dans la rééducation du langage chez l'aphasique, parce que c'est là où en neurologie il y a eu le plus de travaux. C'est la rééducation cognitive, ça a commencé par le langage. Là, ça a été très bien démontré. Quand on regarde les courbes, il y a une relation effet-dose qui est spectaculaire entre les progrès d'un aphasique rééduqué pour du langage et le nombre de séances. Il y a des relations avec des coefficients de corrélation qui sont extrêmement forts, de l'ordre de 0,6, 0,7. Donc il y a un lien très étroit entre plus vous faites de séances, plus elles sont longues, plus elles sont nombreuses, et plus le patient progresse. Mais dans d'autres domaines, notamment les fonctions exécutives, l'attention, ça n'a pas du tout été évalué. Et quand on regarde dans la littérature, donc en matière de lésions cérébrales, la durée de rééducation utilisée dans les études, elle est en fait très variable. Certains proposent 1 à 2 séances d'1 heure, d'autres vont très loin. La moyenne va être dans une méta-analyse qui a été publiée récemment, enfin semi-récemment de Kennedy et collaborateurs. C'était 12 heures de traitement. Mais on peut se demander si 12 heures, c'est suffisant.
les fonctions cognitives, ça ne se modifie peut-être pas aussi vite que ça. Et dans certains domaines, on peut se demander s'il ne faut pas beaucoup plus de temps d'entraînement pour que ça se procéduralise, pour que ça s'automatise et pour que les progrès se transfèrent dans la vie quotidienne. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Et puis, voilà, quelle est aussi l'intensité minimale ? Est-ce que il faut plutôt un traitement intensif de courte durée ou un traitement dilué ? Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux, autrement dit, 5 séances par semaine pendant 2 mois ou bien une séance par semaine pendant 1 an ? Tout ça, c'est des questions qui sont en fait pas du tout abordées dans la littérature et on est vraiment en difficulté pour faire des recommandations aujourd'hui, enfin en tout cas du moins dans la pratique en rééducation pour des lésions cérébrales. Une autre question méthodologique qui est souvent soulevée, c'est études de groupe ou études de cas. Alors ça peut paraître surprenant parce que le gold standard, c'est des études de groupe randomisées. RCT, Randomized Control Trials, c'est ce qui est recommandé habituellement tout le temps dans la littérature. On compare un groupe expérimental à un groupe contrôle, on en a parlé, soit non traité, soit avec un traitement non spécifique, ou bien quand c'est d'autres modalités, des schémas alternés, des schémas type AB, ABA, le groupe traité et son propre contrôle. Mais souvent, il n'y a pas suffisamment, les effectifs sont de petite taille, et donc là, les auteurs trouvent des moyens de pallier finalement à cette petite taille des échantillons, de contourner ce problème de petite taille en utilisant des méthodologies un petit peu plus fines, comme par exemple la méthodologie de la ligne de base multiple selon les sujets, c'est-à-dire on a des petits groupes, on va décaler dans le temps le début du traitement, donc il y a des patients qui vont commencer le traitement après une période de ligne de base d'une semaine, puis d'autres après une ligne de base de 2 semaines, puis de 3 semaines, de 4 semaines, comme ça on va voir si l'inflexion des performances correspond au moment de l'introduction du traitement, par exemple, quand on a des petits effectifs. Ou également la ligne de base multiple selon les fonctions. C'est-à-dire que là, on va prendre des patients à qui on va proposer un traitement cible et on va mesurer différentes fonctions cognitives, certaines qui sont cibles, c'est-à-dire dont on pense qu'elles vont s'améliorer, d'autres qui ne sont pas cibles, qui ne devraient pas s'améliorer, pour différencier les effets sur vérifier la spécificité des effets. Mais ces études de groupe, même si ça reste le gold standard, elles sont toujours limitées par la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure de la taille des échantillons qui est souvent faible, avec une puissance statistique qui est souvent insuffisante et la difficulté à recruter des grands groupes de patients. C'est pourquoi certains auteurs recommandent dans certains cas des études de cas qui ont aussi l'avantage de permettre un traitement ciselé assez finement en fonction des déficiences d'un patient et de pouvoir permettre vraiment d'évaluer de façon précise ce qui se passe pour un patient donné. Alors ça suppose néanmoins des contraintes méthodologiques importantes, notamment d'être certain de la stabilité de la ligne de base d'avant le traitement, d'avoir plusieurs mesures pré-thérapeutiques pour être certain que le patient ne fluctue pas, qu'il n'y a pas des progrès, des améliorations spontanées. Et puis là, c'est là vraiment qu'il faut utiliser ces techniques de lignes de base multiples selon les fonctions pour vraiment comparer l'effet d'une thérapeutique, d'une rééducation sur différents types de mesures cognitives, des mesures cibles, des mesures non cibles, qui ne sont pas censées s'améliorer. Alors bien sûr, il y a des limites à ces études de cas. Avec la limite majeure, c'est l'effet placebo qui est très fort parce qu'on est vraiment en interaction avec un thérapeute. Des analyses statistiques assez complexes et ça pose évidemment la question de la généralisation à d'autres patients, à d'autres contextes. Et puis aussi, une petite limite aussi, c'est le biais de publication. Dans ces études, on s'investit beaucoup. Parfois, certains auteurs hésitent à publier des résultats négatifs. Mais je crois que dans certains cas, ça peut être une façon intéressante d'évaluer l'effet des rééducations. Et d'ailleurs, vient de paraître un numéro entier de la revue Neuropsychological Rehabilitation, consacrée aux méthodologies d'analyse statistique et aux schémas expérimentaux des études de cas. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'avec des analyses assez sophistiquées, on peut réussir à faire ressortir des choses intéressantes sur des tout petits groupes de patients. Et je fais un petit peu de publicité, si ça vous intéresse, le 26 mars, nous organisons un petit symposium avec Rumen Manolov, qui est le premier auteur qui est là, qui est un collègue espagnol qui est très pointu là-dessus. Et donc, voilà, si ça vous intéresse de vous inscrire, nous vous invitons à ce petit workshop sur les études, les analyses de single case. Une autre question, c'est la question de la significativité clinique. Quand on voit des effets, alors c'est toujours le problème, ça vous le savez bien, c'est est-ce que
quand on montre un effet statistique, un P inférieur à 0.05, est-ce que pour autant ça a une validité clinique dans la vie quotidienne? Et là, c'est là qu'est important la mesure non seulement de la significativité du résultat, mais aussi de la taille de l'effet, de l'effect size. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous connaissez ça, ça a déjà été un peu évoqué ce matin. Il y a plusieurs méthodes pour calculer la taille d'un effet statistique, qui est toujours basé sur la différence entre deux moyennes, un groupe contrôle, un groupe expérimental, en divisant par la déviation standard soit de l'échantillon, soit du groupe contrôle, et ça permet de mesurer en unité arbitraire statistique l'importance d'un effet, et par convention, on va dire si cet effet est petit, moyen ou grand, selon la taille selon la valeur de l'effect size, enfin de la taille de l'effet, au-dessus de 0,50, on va dire que c'est modéré, au-dessus de 0,8, c'est grand. Et quand on regarde en matière de rééducation la taille des effets, on se rend compte que voilà, ça rend un tout petit peu modeste, enfin selon qu'on voit la bouteille à moitié vide ou pleine. Par exemple, dans cette méta-analyse de Rowling sur la rééducation de l'attention et des fonctions exécutives, la première chose que ces auteurs ont montré, c'est que les groupes contrôle, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas censés s'améliorer, en tout cas qui n'ont pas la rééducation expérimentale, ils s'améliorent aussi et d'une façon qui n'est pas négligeable, puisque l'effect size moyen à travers 14 études, pour des groupes contrôle, c'est-à-dire des patients à qui on propose une stimulation, on va dire, cognitive non spécifique, donc placebo, ils ont quand même un effect size de 0,39, c'est-à-dire qui est déjà dans un range relativement modéré. Donc il faut vraiment comparer le traitement et l'importance d'avoir un groupe de référence. Mais malgré tout, la différence entre les groupes traités et les groupes contrôle en moyenne était significative, mais avec un effect size qui était relativement modeste. Vous voyez, à travers ces 14 études, 0,27. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des chiffres qui sont pas très spectaculairement élevés, mais qui sont significativement différents de zéro. Voilà. Donc ça donne quand même une idée de finalement l'importance de ces effets thérapeutiques. Et un petit commentaire, peu d'études ont évalué le maintien dans le temps après l'arrêt du traitement. Alors, je fais quand même, puisqu'on est dans une session sur la remédiation cognitive, je suis quand même intéressé, j'ai quand même travaillé, grâce à Christine qui m'a fourni quelques références, pour comparer un petit peu avec ce qui se fait en psychiatrie, en remédiation. Alors, je connais vraiment pas bien le sujet, c'est juste avec prudence que je montre là ces deux études, mais ça m'a quand même intéressé parce que je vois que finalement, on est à peu près dans les mêmes chiffres, finalement. Là, je cite une méta-analyse de cet auteur qui a déjà été cité ce matin, sur la schizophrénie, vous voyez, sur l'effet global sur la cognition. On a un effect size qui est autour de 0,45. Donc, il n'est pas, finalement, on retrouve finalement des chiffres qui sont assez comparables à ce qu'on observe chez les patients qui ont des lésions cérébrales. Et dans cette deuxième méta-analyse ici sur des troubles plutôt affectifs, schizoaffectifs, avec des maladies bipolaires, les chiffres sont 0,32. Donc, on retrouve finalement en psychiatrie avec la, entre guillemets, remédiation, quand on compare à la rééducation, finalement des données assez similaires en termes de quantité d'effets, c'est-à-dire qu'on est dans un range qui est, on va dire, modéré. Voilà. Modéré, mais significativement différent de zéro. Donc, voilà. Je pense que c'est important quand même d'avoir cette notion-là. Et puis alors un point très important, et c'est vraiment un sujet qui a déjà aussi été largement abordé, c'est pas tout d'évaluer un effet sur des mesures psychométriques, dire que des tests cognitifs s'améliorent. Évidemment, la question de fond, c'est est-ce que tout ça bénéficie au patient dans sa vie quotidienne. Alors il y a plusieurs moyens de l'évaluer, il y a des épreuves écologiques qui existent, c'est-à-dire des épreuves dans lesquelles on va mettre le patient dans des situations de test qui ressemblent à des situations de la vie quotidienne. Il y a des échelles, des questionnaires qui sont donnés aux proches ou aux thérapeutes pour évaluer comment le patient fonctionne dans sa vie quotidienne, des questionnaires d'intégration sociale par rapport au travail, à la famille, donc tout ça, ça a déjà été un petit peu abordé, et puis des questionnaires de qualité de vie quand même, voilà. Donc tout ça c'est important. Or malheureusement il y a finalement assez peu d'études qui utilisent ce genre d'outils pour mesurer pour évaluer l'efficacité des traitements, et donc il reste des questions sur la capacité de la rééducation à pouvoir se généraliser dans la vie quotidienne. Et à titre d'exemple, voilà, je vous montre cette méta-analyse de Kennedy que j'ai déjà citée, qui en fait n'ont retenu sur leur méta-analyse que
15 études qui se sont intéressées au transfert dans la vie quotidienne, avec des effect size qui étaient significatifs. Vous voyez, aux alentours de la différence entre les deux groupes était d'environ 0,20. 0,57 c'était dans le groupe expérimental, 0,38 le groupe contrôle, donc une différence qui était significative, modeste, à nouveau, moderate, mais qui était quand même significative. Mais le nombre d'études, il n'y avait que 5 études de niveau 1. Donc il n'y a pas énormément d'études qui ont été jusqu'à utiliser des mesures de vie quotidienne. Alors il y a un très joli travail, néanmoins récent, néerlandais, qui a donné des résultats très intéressants dans une étude randomisée bien faite dans ce domaine. Bon, je ne vais pas détailler, mais voilà, juste pour la citer quand même. Et là, à nouveau, j'ai regardé un petit peu du côté de la psychiatrie. C'est des travaux, je crois, qui ont déjà été aussi cités. Où il y a également cette réflexion. Finalement, on retrouve un peu la même réflexion. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont montré que le fait d'utiliser des thérapies qui visent plus spécifiquement le fonctionnement dans la vie quotidienne peuvent permettre d'améliorer, d'apporter un plus par rapport à des thérapies purement, disons, centrées sur la cognition. Bon, cette méta-analyse là récente, j'ai trouvé très intéressante. J'ai appris des choses. Hein, vraiment, ces auteurs ont montré que la génération sur le fonctionnement psychosocial est plus marquée quand la remédiation est associée à des stratégies de compensation, un travail reliant explicitement les exercices cognitifs à des situations de vie quotidienne. Nous, en rééducation, on appelle ça un travail écologique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les exercices de rééducation aient un sens pour les patients dans leur vie quotidienne, qu'il y ait une application écologique des exercices proposés, et c'est peut-être le meilleur moyen d'obtenir ce transfert dans la vie quotidienne. Enfin, il me reste combien de temps, Eric ? 2 minutes ? 0 ? Quelques minutes. Donc je termine. Donc c'est juste le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est un sujet auquel on s'est beaucoup intéressé, c'est la notion de spécificité des effets. C'est-à-dire, quand on rééduque une fonction, est-ce que c'est vraiment cette fonction qu'on rééduque, ou est-ce que les effets sont beaucoup plus globaux ? C'est quand même une question de fond et qui est importante pour savoir quel type de traitement on va donner aux patients. Est-ce qu'il faut donner des espèces de package un peu global, où on va stimuler un petit peu tout à la fois, puis ça va les aider, ou est-ce qu'il faut essayer de cibler les effets ? C'est une question importante sur le plan théorique, sur le plan de la plasticité cérébrale, mais aussi en pratique. Et je vous montre 2 exemples tirés de ce qu'on a fait ces dernières années. Là, dans cette étude avec Claire Valla et Pascal Prada, on s'est intéressé vraiment, dans une étude de cas unique, à la rééducation de la mémoire de travail, pour voir si, au sein de la mémoire de travail, les effets du réentraînement cognitif ont une spécificité sur les différents modules de rééducation. Et ça, c'est dans une étude de cas. Donc, ce qui a été proposé à cette patiente, c'était 3 stages successifs. Pendant un premier temps, c'était une période de 2 mois, la rééducation ciblait uniquement les aspects verbaux de la mémoire de travail, la mémoire de travail verbale. Puis pendant 2 mois, on a ciblé la mémoire de travail visuelle, visio-spatiale, en se limitant à des exercices visio-spatiaux. Puis ensuite, la 3e période ciblait des aspects plus stratégiques et plus exécutifs. Et on a aussi ici une jolie dissociation, vous voyez, entre les mesures d'Ampan, c'est des mesures d'Ampan en vert, verbaux en traits pleins et visuels en traits hachés. Vous voyez ici, ça c'est la ligne de base, où les 2 sont à peu près stables avant le traitement. Puis après la rééducation de la mémoire de travail verbale, on a une amélioration très significative des performances sur les empans de chiffres et aussi de mots, c'est-à-dire les empans, les mesures de mémoire de travail verbale, sans amélioration de la mémoire de travail visuelle. J'arrive pas bien à voir la souris, si la voilà, qui elle va s'améliorer uniquement après la rééducation ciblée sur la mémoire de travail visio-spatiale. Donc une vraie dissociation, une vraie spécificité des effets, et ensuite, pendant la 3e période, les 2 sont à peu près stables. Et ici, quand on regarde une mesure, celle qui est en petit trait pointillé ici, qui est une mesure de mémoire de travail plus exécutive, de mémoire à court terme, avec interférence, il faut mémoriser des informations et en même temps faire un petit travail cognitif, on voit que là, l'effet est beaucoup moins spécifique, l'amélioration se poursuit tout au long des différentes stratégies, comme si finalement il y avait à la fois des effets très modules spécifiques sur la mémoire de travail verbal, sur la mémoire de travail visuel, et des effets plus globaux sur des aspects finalement de contrôle qui sont indépendants de la modalité, qui eux vont s'améliorer tout au long de la prise en charge. Donc à la fois une spécificité et un transfert sur des aspects plus globaux. Et le deuxième exemple qui vient d'une étude
qu'on avait fait il y a quelques années avec Josette Couillet, où on avait travaillé sur un groupe de patients, un trouble particulier qui est le trouble de l'attention divisée, c'est-à-dire la capacité à partager l'attention entre deux choses à la fois, qui est assez gênante dans un certain nombre de pathologies cérébrales, notamment le traumatisme crânien ou d'autres. Et on avait constaté, donc c'était un groupe de 12 patients, une amélioration. Et ici, ce que j'ai indiqué sur cette diapo, c'est l'effect size, enfin la taille de l'effet, pardon, en fonction du domaine cognitif étudié. Et vous voyez que pour les mesures d'attention divisée, qui était la mesure cible, chercher à améliorer, on a des effect size qui sont de 1.8 ou de 1.4 selon les mesures utilisées, donc très forts. C'était vraiment ce qui avait été travaillé par rapport au groupe contrôle, il y avait un bénéfice très net. Sur des mesures qui ne sont pas très éloignées, qui n'ont pas été directement ciblées, mais qui sont assez proches, qui sont de ce concept de mémoire, d'attention divisée, comme la mémoire de travail ou les fonctions exécutives, on avait des effets qui étaient significatifs, mais tout de même assez nettement moins marqués, avec des effect size aux alentours de 0,7, 0,8. Et puis sur d'autres fonctions plus éloignées, des mesures plus basiques de vitesse de traitement de l'information ou d'attention sélective, pratiquement pas d'effets significatifs. Donc on voit que quand on cible une fonction, certes on améliore plus spécifiquement cette fonction, là par exemple l'attention divisée, mais qu'on peut aussi avoir des effets bien que moins importants sur des fonctions reliées et pas d'effets sur des fonctions pas du tout liées. Donc ça encourage tout de même à développer des thérapeutiques qui vont essayer de cibler précisément les fonctions cognitives altérées par des exercices assez spécifiques finalement. Alors ça ne remplace pas évidemment une prise en charge plus globale pour la généralisation dans la vie quotidienne, pour le transfert écologique, mais sur les processus cognitifs, on voit qu'on a des impacts qui peuvent être relativement spécifiques quand même. Et voilà, c'était un point que je voulais souligner. Voilà, donc pour conclure, on voit que la médecine fondée sur l'épreuve, elle doit s'appliquer en rééducation et remédiation, comme dans les autres domaines de la médecine, même si malheureusement on n'a pas les mêmes moyens financiers, la même logistique que nos confrères qui travaillent sur des médicaments et qui ont derrière eux toute la logistique des multinationales du médicament. Mais c'est le seul moyen de faire progresser les pratiques dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe et bravo pour la ponctualité dans cette présentation. Alors des premières questions. Merci Philippe, c'était vraiment très intéressant. Je suis étonnée par le nombre de séances, effectivement 14 séances, mais peut-être le paramètre qui était étudié au départ dans la méta-analyse là, que tu montres, où il est nécessaire simplement d'améliorer sur 14 séances. Peut-être l'important était le paramètre au départ qui était ciblé, parce que nous, en psychiatrie, il y a 2 méta-analyses qui sont sorties et qui retrouvent qu'il faut au moins 3 mois avec une quarantaine de séances. Ça fait quand même une grosse différence. Ah, tout à fait. Non, mais je suis bien d'accord. C'est pour ça que justement, il faut prendre avec prudence parfois les résultats négatifs. Nous, notre pratique clinique, elle est également là. Et d'ailleurs, dans l'essai, par exemple, l'étude là que j'ai montrée de Claire sur la rééducation de la mémoire du travail, c'était à chaque fois des périodes de 2 mois avec plusieurs séances par semaine. Donc, moi, je pense que c'est un facteur important à essayer de contrôler. Et je crois que si on veut faire vraiment bouger les processus cognitifs, il faut certainement un nombre important de séances. Et moi, je pense qu'en effet, un minimum de 3 mois, c'est ce qui me paraît recommandable. C'est bien évidemment. Ouais, je suis bien d'accord. Je profite, j'aurai 3 courtes questions. La première, c'est dans votre cas unique que vous avez montré sur la rééducation de la mémoire de travail. Vous montrez une dissociation en fait entre rééducation et effet pour la mémoire verbale et visio-spatiale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être apporté par exemple à un effet test, c'est-à-dire que la personne est familière du coup avec la tâche utilisée et qu'elle va améliorer sa performance dans cette tâche-là et pas dans l'autre. Donc ça c'est ma première question. La deuxième question,
Est-ce que moi je travaillais avec un collègue qui travaillait chez le sujet âgé et qui me disait attention, des fois avec la remédiation, on travaille énormément en laboratoire, les gens mettent beaucoup d'efforts, etc. Et finalement, de retour dans la vie quotidienne, ils n'arrivent pas à adapter finalement ce qu'ils ont appris dans la vie quotidienne avec des effets plutôt négatifs. Est-ce que dans votre expérience de sujets cérébraux lésés, c'est des choses qui sont également observées? Et puis la troisième question, alors c'est un peu différent, mais moi je crois à la notion de schizophrénie post-traumatique parce que je l'ai rencontrée. Mais quand on en discute avec les collègues, c'est toujours compliqué parce que la schizophrénie est quand même vue comme une maladie neurodéveloppementale, etc. Et pourtant, moi je l'ai vue et j'ai une question et je me demandais aussi si c'est pas des mécanismes plus différents qui sont impliqués, et en particulier des mécanismes cholinergiques qui pourraient être particulièrement appliqués dans ces formes de schizophrénie, avec évidemment des perspectives thérapeutiques qui y sont liées. Est-ce que vous aussi, vous avez cette notion en tant que personne qui rencontre des personnes cérébro-lésées? Alors ouais, merci pour cette question. J'ai commencé par la dernière parce que ça c'est un sujet en effet qui nous intéresse beaucoup. Alors je suis assez d'accord. Alors clairement, on a des cas incontestablement de patients qui après une lésion cérébrale aiguë, traumatique, développent des tableaux d'allure psychiatrique, soit de type en effet ressemblant à des tableaux psychotiques, type schizophrénique, soit parfois des maladies bipolaires également. Souvent, d'ailleurs, avec un délai après la lésion, c'est-à-dire c'est rarement tout de suite après, dans les semaines ou même les mois. Parfois, moi j'ai des observations de patients qui vont développer ce type de trouble, parfois 1 an, voire 2 ans après l'événement, la lésion cérébrale. Alors, qu'en dire? Il y a un gros débat dans la littérature sur, en gros, le débat, c'est, la schizophrénie a une prévalence X dans la population générale, le trauma crânien a une prévalence Y, statistiquement, parmi tous les traumas crâniens, il y en a certains qui, de toute façon, en plus c'est le même âge, c'est des jeunes ados, qui vont développer une schizophrénie. Mais il y a quand même certaines études dans la littérature qui suggèrent qu'il y a une prévalence un petit peu plus élevée, qui est d'ailleurs pas majeure, mais un petit peu plus élevée, de survenue de troubles psychotiques après ça. Donc ça pose une vraie question sur les mécanismes, sur le pourquoi. Souvent, ce que disent les psychiatres à qui j'envoie ces patients, évidemment, parce que moi je ne sais pas bien gérer ça, c'est que c'est rarement des tableaux de schizophrénie typiques, c'est des formes un petit peu atypiques, souvent des éléments délirants, quand même souvent hallucinatoires. Voilà, alors... Ça reste vraiment un débat ouvert, tant sur le plan scientifique que aussi d'ailleurs sur le plan même médico-légal, parce qu'il y a des implications médico-légales, comme c'est des accidents de la route, il y a des indemnisations. Mais c'est une vraie question extrêmement intéressante. Je crois qu'on n'a pas de réponse tranchée. Ah d'accord, ça je savais pas. Ouais, ça je ne savais pas ça. Donc ça c'est vraiment une question. Alors après l'autre question c'était par rapport par rapport aux effets retest. Là, disons que les patients n'ont pas eu dans la rééducation qui était utilisée, il n'y avait pas de mesure d'empan. C'était d'autres types de tâches de mémoire de travail verbal. Mais évidemment, on n'était pas c'était pas vraiment des mesures comme ça qui étaient utilisées. Ça, c'est... Et puis alors l'autre c'est les effets délétères chez le sujet âgé de la rééducation. Alors là, je n'ai pas de réponse toute faite. Là, je suis troublé par la question. Je ne sais pas répondre. Je n'ai pas observé tellement ça. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas tellement de sujets très âgés. C'est sûr que chez des personnes âgées, évidemment, il y a des effets de fatigue, des effets qui peuvent peut-être être pris en compte. Nous, chez des patients qui ont des lésions cérébrales, qui sont comme souvent plus jeunes, même chez des accidents vasculaires un petit peu plus âgés, souvent quand même on a des patients qui réussissent bien à s'investir dans la rééducation et qui... Non, j'ai pas observé ce genre de phénomène, donc je peux pas... Non, j'ai pas de... Voilà. Bon, bien, merci beaucoup Philippe. Merci encore to both speakers. Thank you very much, Anne-Catherine. Merci donc de votre attention. Les ateliers vont reprendre donc à 14h. Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'intervalle, il y a des paniers repas qui sont réservés.
Et voilà, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette intervention de qualité. Merci à tous les orateurs. Thank you. Alors, les ateliers reprendront à 14h. La petite nouveauté par rapport à ce qui était prévu, c'est que Gaïa et RC2S sont dans 2 salles séparées. Et donc, il est possible de faire 2 fois 1 heure pour chacun. Donc, ça va vous permettre de profiter des 2 de manière un petit peu plus prolongée. Les orateurs sont d'accord, les intervenants sont d'accord. Et nous recommençons bien à 14h, de telle sorte que nous puissions faire une pause de 16h à 16h30 et nous retrouver ici à 16h30 pour la conclusion et petit rapport sur les ateliers. Merci à tous.